Bonsoir mesdames, messieurs, une nouvelle semaine, encore une nouvelle salve d'informations, de nouvelles venant d'ici et d'ailleurs qui seront commentées par nous-mêmes ainsi que toutes ces personnes que vous aimez, que vous adorez regarder et entendre pour vous forger votre propre avis de la situation. Eh bien, ce soir, ils sont tous là et quand ils sont là, forcément Christelle est tout juste à côté. Bonsoir Christelle, qui elle, vous savez, fait une chose que tout le monde aime. On est devant la télé avec sa petite tasse de thé, on boit un petit coup, on se réchauffe et puis voilà, ça fait du bien en famille et on écoute les uns et les autres. N'est-ce pas les garçons? Bien sûr. Bonsoir André. Bonsoir Christelle. Bonsoir chez vous, je vous espère en parfaite santé. Aujourd'hui, on parlera de sujets importants. Premièrement, de la dette de la Côte d'Ivoire. Faudrait-il s'en inquiéter? On en parlera avec notre panel. Et puis également, André, un point important. Ah oui. Le salon du capital humain, restez avec nous, on parlera. Il a déjà eu lieu. Hein. Exactement. Mais ce qui est intéressant, sa promotrice veut nous dire des choses. Exactement. Alors, ce salon a réuni des cardiologues, des psychologues. Ça part de quoi? Du stress au travail, de comment on gère les émotions et qui découlerait des maladies. Enfin bref, restez avec nous pour en savoir davantage. Notre plateau est 7. On part maintenant. Ce sont les députés du PDCI qui ont commencé justement à ouvrir le sujet, parce que c'est un sujet, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, depuis que nous sommes un État moderne, un sujet qui revient sur la table. Mais récemment, eux ont décidé d'appeler un expert pour leur expliquer un peu quelle est cette affaire d'endettement de la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Eh bien, l'expert, il n'est pas passé par 4 chemins, il dit la situation est alarmante. Eh bien, tout cela nous amène à nous poser la question, Christelle, faut-il s'inquiéter de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Quelle est la perception de nos camarades ici, la perception des Ivoiriens? Et comment on analyse les propos des uns et des autres? Eh bien, c'est de cela qu'il va être question. Exactement, on peut s'en inquiéter. L'expert est-il outillé pour parler justement de dette et d'économie? Rassurez-vous, l'expert est ancien directeur et administrateur de la BCAO, donc invité par les députés du PDCI pour comprendre un peu la question de la dette. Commençons avec vous, Marius Komoé. Faudrait-il que les Ivoiriens soient inquiets du niveau de la dette en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi devrait-on être inquiet dès lors que nous ne sommes pas un pays au niveau de la zone Afrique le plus endetté au niveau... si vous prenez un pays comme le Kenya n'a pas une économie, j'allais dire, financière plus reluisante que la Côte d'Ivoire en ce moment où je vous parle. Et pourtant, le Kenya est le pays le plus riche, le plus prospère d'Afrique de l'Est. Vous prenez le Nigeria. Le Nigeria, il est en chute libre en matière de santé financière en matière d'économie au niveau national. Vous prenez le Ghana, vous prenez le Sénégal, même l'Angola. Voilà, l'Angola avec son pétrodollar aujourd'hui est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Donc tous ces pays que j'ai cités sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Avec votre permission, pour mieux étayer la lanterne des téléspectateurs, donnons quelques petits chiffres. Alors de 13 000 milliards, en 2019, on passe à 16 000 milliards en 2020, avec d'autres chiffres derrière, 20 000 milliards et quelques en 2021, 24 000 milliards en 2022, soit une augmentation de 11,474,2 milliards en 3 ans, dépassant largement le budget de l'État des années précédentes. Continuez votre propos. La question réelle de l'endettement n'est pas liée forcément à son taux qui est bon ou pas. Est-ce que l'endettement sert justement à l'économie nationale et est-ce que les populations, pour nous, organisations de la société civile, est-ce que l'endettement profite aux populations? Est-ce que ça rentre dans l'habitude, je vais dire, dans le pouvoir d'achat des Ivoiriens? Est-ce que ça règle la question ou ça atténue un tant soit peu la question relative à la vie chère? Voilà des préoccupations. Est-ce que l'endettement permet à la Côte d'Ivoire de s'engager dans une politique de production locale? Voyez-vous, de développement en matière de production, de transformation de nos matières premières pour pouvoir naturellement inviter les Ivoiriens à consommer local. Parce que c'est tout ça qui réglera et justement la question de la lutte contre la vie chère et la question de l'amélioration des conditions de vie des populations. Très bien, on va permettre à un autre de nos camarades de rebondir sur la question endettement de la Côte d'Ivoire. Assiste-t-on à un phénomène qui devrait nous inquiéter? Eh bien, c'est une question fondamentale. C'est une question
à laquelle, bien sûr, il faudra répondre. Et Daouda, est-ce que vous vous sentez, parce que c'est une question qu'on peut se poser, une question qui est, je ne vais même pas dire est-ce qu'elle est fondamentale, mais elle est au cœur de ce que nous faisons tous les jours. C'est une question essentielle. Donc Daouda est là. Est-ce que c'est une question qui vous alarme? Bon, c'est vrai que quand on regarde de mémoire de profane en économie, on dirait que c'est inquiétant. Mais quand on demande à d'autres analystes en économie, en fait, on se rend compte qu'en fait, la dette, c'est quelque chose de normal. Mais il y a une question fondamentale que Maryse Comieux a posée. À quoi sert la dette? C'est ça la question qu'il faut poser. Et quand on prend en compte le pourcentage de la dette de la Côte d'Ivoire qui est autour de 60%, et quand on fait un benchmark dans la sous-région qu'il a essayé de faire avec le Nigeria, qui est cité comme meilleure économie au niveau en Afrique aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Non, mais qui est même la première économie africaine. Oui, la première économie africaine. Aujourd'hui, ils ont largement dépassé le pourcentage du PIB. L'Afrique du Sud dépasse 2 fois celle qu'on appelle ça du Nigeria. Donc, partant de ce principe-là, je me dis que l'expert, bien qu'il soit de la BCAO, qui est venu faire son analyse au PDCI, a fait une analyse parcellaire, pas dans sa globalité. Et donc, partant de ce principe-là... Ancien directeur administrateur. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, je pars du principe qu'aujourd'hui, son analyse, en fait, est un peu biaisée. Pourquoi vous dites ça? Bon, il est assis, il est dans un parti politique. Ne nous voilons pas la face. Est-ce que c'est un militant qui a parlé? Je ne dirais pas que c'est un militant, mais la tribune dans laquelle il était, franchement, on avait l'impression que l'analyse était une analyse à charge. Or, quand on fait un benchmark de ce qui se passe dans la sous-région et en Afrique, la question n'est pas à ce niveau-là. Et pour moi, prendre une dette là, c'est quelque chose de normal. D'autant plus que la Côte d'Ivoire est un pays qui est une économie en développement. Donc, il faut forcément s'endetter pour construire des choses. Si vous permettez, j'aimerais aller un peu en arrière. On parle d'Houphouët, grand bâtisseur de l'économie en Côte d'Ivoire. Mais Houphouët, il a fallu qu'il s'endette pour pouvoir construire tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un premier pas. Mais après la mort d'Houphouët, qu'est-ce qu'on a eu concrètement? En 2010, nous, on n'a pas eu de budget sécurisé. Le budget sécurisé nous a apporté quoi? On n'a eu aucune route, on n'a eu aucune autoroute, on n'a eu aucune infrastructure. On n'a rien fait? On n'a rien fait. C'est cela? Oui, parce qu'il faut investir. Aujourd'hui, 10 ans après, pour ne pas dire 13 ans, 14 ans après, on a pris des dettes. Des dettes, on voit aujourd'hui des ponts, des autoroutes, des infrastructures qui permettent à nos parents paysans d'écouler facilement leur café cacao. Ça, c'est déjà un premier point. Aujourd'hui, on a organisé la plus belle canne jamais organisée qui, forcément, dans le temps, va envoyer des dividendes. Donc, s'endetter. Si vous voyez des institutions de Bretton Woods aujourd'hui qui sont en train de... Eux, ils ne s'inquiètent pas, mais c'est un expert du PDCI qui s'inquiète. Bon, je me pose des questions. D'accord, très bien. On vous a entendu là-dessus. Il n'est pas présenté comme expert du PDCI. Bon. Mais en tout cas, il a parlé dans un cercle du PDCI. Dans un cercle du PDCI, voilà. Invité en fonction de ce qu'il sait faire assurément. Bon, attends, je voudrais donc ajouter rapidement. Allez-y. Bon, rappelez-vous que nous étions déclarés pays pauvres très endettés. Très bien. Il a bien dit à l'époque, nous étions à 2500 milliards de budget, dit-on, sécurisé. Bon, mais de cette époque qui nous a permis d'aller vers l'initiative PPTE, qui a permis également à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'annulation de sa dette, bon, l'économie du pays était plus ou moins réluisante ou bien plus ou moins prospère pour le régime qui venait de succéder au régime précédent. Et bien évidemment, la suite, nous la connaissons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire peut justement contracter des dettes, là où par le passé, en 2010, et bien avant, nous ne pouvions pas le faire. Très bien, on note vraiment ce point. Élisée, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors, le temps que Herman puisse réagir, préparez-vous à répondre à la question. Herman, alors, Daouda dit non, mais c'est normal. Écoutez, un pays qui se développe avec tout ce qu'on a fait, si on revient encore sur la magnifique canne organisée, si on revient sur les infrastructures, il fallait évidemment s'endetter. Que dites-vous de cette question? Devrait-on nous inquiéter de ces chiffres qui grimpent? D'abord, je voudrais peut-être saluer même l'initiative du PDCI-RDA sur la question de la dette qui essaie de ramener les questions essentielles au cœur du débat politique. Parce qu'en alertant ainsi, en invitant un économiste pour le faire, je crois que c'est important. D'ailleurs même, ce n'est pas le premier expert en économie qui en parle. On a vu Mahamadou Koulibaly par plusieurs fois revenir sur cette thématique. Récemment, même Awadon Melo du PPSI est revenu sur la question de la dette. Mais une chose que je voudrais... Je suis toujours embêté, gêné, lorsque
sur l'exemple du cas ivoirien, on veut comparer, faire une analyse comparative. Alors pourquoi ça vous gêne? Dites-nous tout. Oui, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire? Le Nigeria, par exemple, qu'on prend pour exemple, on compare que les sociaux seront endettés. Quel est le pouvoir d'achat là-bas? Quel est le coût de la vie là-bas par rapport à la Côte d'Ivoire? Parce que le plus important, comme M. Marius Komou l'a bien signifié... Elisa a fait une moue, je pense qu'il n'est pas très d'accord avec vous, mais on verra bien. Ça, il va en parler après. M. Marius Komou il a dit, c'est quel est l'impact sur les populations, sur tous les chiffres qu'on donne. La Côte d'Ivoire, certes, aujourd'hui, on est à près de 7% de croissance économique. Quel est l'impact sur la population? Comment vous Donc, analysez la dette, cela, oui. je ne suis pas... Je prends un exemple simple pour terminer. Oui. Lorsque on est chez nous à la maison, on a, comme on appelle, un budget mensuel de 300 000 francs. C'est Très bien. Les économistes, même les experts en épargne et autres, là, nous disent que sur les 300 000 francs, on doit pouvoir épargner. Et le recours, on ne peut pas aller prendre 200 000 francs pour compléter. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que notre budget pour gérer nos contraintes de la famille, nos quotidiens, c'est à 500 000 francs. Alors que nos choix sont à 500 000, alors qu'on produit nous-mêmes 300 000 francs. Aujourd'hui, on est à 13 000 milliards, à près de 14 000 milliards de budget. Et dans ce budget-là, on a la dette à près de 5 000 milliards de places. Ça veut dire qu'on a 8 000 milliards de production que nous-mêmes on fait personnel et on prend crédit à 5 000 milliards pour compléter. Et chaque année, on constate que depuis 2010, ça continue ainsi. On ne dit pas de ne pas prendre la dette, mais il faut que la dette qu'on contracte serve à impacter la vie au quotidien. Et vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ça, on connaît tous l'histoire. On va pose. revenir sur le développement, les débats qu'on a sur la vie chère haute ici, sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens, sur le niveau de vie des le ménages. coût de la vie. Pour terminer, je vais donner juste... Oui, vraiment pour terminer. Philippe hein. Sosta, en 29 juin 2023, dit la dette en Afrique peut entraver la croissance économique africaine. Ça, encore, ce n'est pas seulement... Ce sont les économistes eux-mêmes qui manipulent les questions de dette et autres, qui disent qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, si on est trop porté, mais venir justifier derrière les cas des autres pays, je ne crois pas que ce soit le plus pertinent. Très bien. Très bien. On nous a compris. Élisée Boloubeuf, vous avez pu comprendre, entendre l'argumentaire de Daouda. Je ne pense pas que celui de Marius, vous l'ayez perçu. Si, très bien. Herman vient de finir de parler. Il a dit qu'il faut faire attention. Un exemple très trivial. Vous avez 300 000 francs de salaire, d'argent qui rentre, et vos dépenses s'élèvent à 500 000. Il faut faire attention. Comment réagissez-vous à cela? D'accord. Moi, je pense, de mon premier commentaire, vous savez, il y a des sujets qui, pour moi, sont d'ordre de la dépassion, qui méritent qu'on les dépassionne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas les regarder avec beaucoup de passion. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nos politiques, sachant qu'une bonne partie de notre population illettrée, surfent très souvent sur un certain nombre d'éléments. Ça, c'est une réalité et ils en font un élément politique. Une chose est certaine, aucun État dans le monde ne peut dire qu'il n'a pas de dette. Ça n'existe nulle part. Pour se développer, surtout pour nos États qui n'ont été indépendants que juste en 1960, aujourd'hui, on est obligé de recourir à la dette pour pouvoir financer un ensemble de notre développement. La dette part d'où? La dette aujourd'hui, on est en train de parler de surendettement ou bien on est en train d'aller... Parce qu'on sort d'une situation, d'un contexte difficile, de 2011, d'une situation de crise où on n'avait vraiment plus de ressources. Comment on fait pour relancer les fondamentaux de la République si on n'a pas quelque part des leviers en main? Et ces leviers, pour les avoir, il faut qu'on les finance. On les finance avec quoi? On n'a pas de ressources. Tous nos fondamentaux étaient pratiquement aux arrêts. Il faut les relancer. Donc, on contracte la dette. Mais en même temps que je suis d'accord sur la nécessité de contracter la dette pour amorcer et relancer le développement, en même temps aussi, je suis d'avis pour ceux qui sonnent l'alarme, pour dire que c'est vrai, on doit se développer, mais il faut qu'on se développe de façon raisonnable. En 2018, quand le Premier ministre, paix à son âme, Gon, prend les rênes de la République, on a 45% du PIB. En 2017, oui, mais en 2018, ce chiffre-là date de 2018, on a 45% du PIB, notre dette. Aujourd'hui, on est autour de 60. La norme communautaire, c'est 70 au niveau de l'UEMOA. Mais on est en train d'aller inexorablement vers la... Mais non, on va inexorablement, mais la question fondamentale, elle est écrite là, il faut quand même répondre à cette question. Est-ce que le fait de sonner l'alarme, vous vous dites, comme je vous ai entendu dire, c'est nécessaire? Est-ce que ça vous inquiète? Quelle est votre perception globale une fois que vous avez fait toute cette analyse? Moi, je ne dirais pas que ça m'inquiète, parce qu'en réalité, quand je vois un peu les retombées de cette dette, mais je ne dis pas que ça m'inquiète, mais je dis que ça m'interpelle. Et ça pourrait aussi interpeller les gouvernants, mais ça les interpelle. Pour preuve, d'ici le 26 mars prochain, il y aura une commission parlementaire où on viendra parler de la nouvelle politique en matière d'endettement. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même, il estime à un moment donné qu'il est important qu'on puisse remettre à plat notre manière de nous endetter et la rendre plus efficiente. Donc, l'interpellation est nécessaire. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, vous voulez réagir avant qu'on vous relance? Vous voulez réagir? Allez-y. Non, on va vous relancer parce que le sujet, c'est toujours le même. Endettement, oui,
Mais à quoi sert la dette? Il faut que vous vous prononciez à quoi a servi la dette ivoirienne, parce que c'est important, Bien sûr. parce que sinon on parle comme ça un peu dans le vide. De votre point de vue, est-ce que la dette contractée depuis 2010, depuis que le président Alassane Ouattara est là, a servi à donner à la Côte d'Ivoire une force, une solidité? Première question à vous, Marius Komori. Alors, pour vous dire vrai, et au regard de ce que nous avons connu de ce pays depuis les 15 dernières années, Ouais. et si nous regardons bien le statut national en termes d'infrastructures, de réhabilitation des centres de santé publique, de réhabilitation d'écoles, on a des nouvelles universités. En termes d'adduction d'eau, les populations ont besoin d'eau. Vous avez, à l'époque, et ça, personne ne peut me dire le contraire, nous savons tous que sur 11 000 villages, plus de la moitié n'étaient pas électrifiés. Aujourd'hui, vous avez une Côte d'Ivoire avec plus de 86% du territoire national couvert par le secteur électrique. Très bien. C'est important. Donc, mais au-delà de vous avez ce donné temps- les permettons aux autres d'en donner. En tout cas, une chose est sûre, on a compris que vous dites les investissements ont servi, vous avez donné les Ah non, développer la non, mais, nation. Mais juste je un dernier point, parce termine que sur les la autres question doivent de la terminer. lutte contre la vie chère. Oui, allez-y, bien sûr, allez-y. Voilà, Daniel, parce que au-delà de même les infrastructures routières, ça contribue justement à réduire le coût de la vie. Très bien. Parce que si les routes ne sont pas praticables, il y a difficulté pour aller chercher, par exemple, le vivrier Borchamp. On est d'accord. Donc, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que cet investissement colossal a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un visage reluisant. Très bien. N'empêche que les Ivoiriens attendent que le gouvernement se penche très sérieusement sur la question donc, de la lutte contre la vie chère et donc de l'amélioration Très bien. de leurs conditions Merci, de vie. Marius. Daouda, selon vous, donc, cette dette aurait servi à quoi? Il a parlé de certaines infrastructures qui ont été faites. Allez-vous dans son sens? Non, je vais dans son sens, sauf que ce n'est pas totalement parce qu'on ne s'endette pas pour remplir le panier de la ménagère. Il faut que mon très cher frère Marius Komori le sache en tant qu'acteur de la société civile et acteur des consommateurs. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on a une crise d'inflation qui n'est pas inhérente à la Côte d'Ivoire. Ça frappe le monde entier. Très Et bien. quand on regarde comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a géré la crise d'inflation en subventionnant certains produits, je pense qu'il ne dira pas le contraire, en subventionnant le prix des denrées alimentaires, c'est déjà quelque chose. Par exemple, le Voilà. carburant. Le Vous parlez du carburant, denrée alimentaire. pendant pratiquement Il y avait une un an, subvention, tout à le fait. riz et tout ce qui est produit de grande consommation, ça c'est déjà une très bonne chose. Mais j'aimerais revenir sur un fait que Herman a dit, que j'estime, quand il dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pourquoi on aime le comparer aux autres? La Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie. La Côte d'Ivoire vit avec les autres pays. Et donc quand on regarde, les économies sont en commun. Et partant de ce principe-là, dire qu'on ne doit pas faire un benchmark dans les autres pays, j'estime que c'est un peu grave. C'est un peu comme on nous dit On non. permet à Herman de réagir là, Herman, tout de suite, comment vous vous l'avez réagissez à interpellé. cela? Je sais bien que la Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie. Le problème ici, c'est que lorsqu'on parle d'indicateurs, lorsqu'on veut faire des comparaisons efficaces, parce que le danger, c'est de montrer que toutes les critiques sont peut-être pour s'opposer au gouvernement ou bien au gouvernement qui réalise les Herman, choses. à ce niveau-là, Non, je pense que laissez-moi c'est terminer. toi qui es en train de politiser un peu Laissez-moi, l'affaire. je ne Il ne faut pas le politise politiser, pas, justement. je suis en train de terminer. Attendez, il finit son Je point. dis simplement que lorsqu'on prend les chiffres, parce que tout à l'heure, lorsque tu as fait tes comparaisons, tu n'as pas sorti les pouvoirs d'achat dans ces pays. Lorsque tu veux prendre des indicateurs macroéconomiques pour pouvoir apprécier une situation, tu fais des comparaisons en fonction de tous les indicateurs. Tu ne dis pas simplement que la dette, le Nigeria a une plus grosse dette, le Ghana a une plus Très grosse bien. dette, est arrêté là. permettons Pendant à- que ailleurs, Je ils voulais sont- je même peux te donner les rebondir. Non, l'indice, le Nigeria que tu prends, Mais l'indice vous finissez. Laissez l'indice votre du coût de la vie là-bas, on est à 20. Le pouvoir d'achat là-bas est à 10, elle est à peu près sensible. Très bien. à ça. Est-ce qu'il peut Mais je vais réagir? prendre maintenant, je vais lui donner Non, l'indice faut qu'on du finisse. pouvoir Non, d'achat. laissez-le Non, finir. rapidement. L'indice du pouvoir Ce sera d'achat pas en rapide. Côte d'Ivoire, c'est 10. L'indice du coût de la vie en Côte d'Ivoire, c'est 42. C'est-à-dire que deux fois le pouvoir d'achat, là, le coût de la vie Vous est étiez en deux train fois de finir, supérieur Herman, il faut à celui finir. du- Daouda, Partagez la réaction. parole. Merci beaucoup, Herman, pour cette précision en matière de chiffres. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'on a eu une crise d'inflation. Et quand tu regardes dans la sous-région ouest africaine et de l'ONU, comme ça de la CEDEAO, le pays qui a le mieux géré sa crise, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette crise-là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a créée. D'abord, elle tire sa source de la crise russo-ukrainienne et aujourd'hui de la crise climatique. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire l'a bien géré. Donc, évite de dire Très non, bien. on ne doit pas analyser les problèmes selon les autres. Tout ce qu'on fait, c'est en Et vous comparaison chutez. des autres. Merci, Alors, Daouda. écoutons On permet Élisée Élisée, sur on ce va point, terminer s'il vous là-dessus. plaît. Oui,
La question, hein, je rappelle juste la question, c'était de savoir si effectivement les dettes qu'on a contactées ont permis en tout cas Est-ce que ça a été utilisé à bon escient? à bon escient. C'est la question. D'accord. Mais pour répondre de go à cette question, ça veut dire aller vérifier tous les chiffres. Mais je pense qu'il y a des indicateurs visibles quand même sous les yeux. Quand on compare il y a 10 ans en arrière à aujourd'hui, je pense que quand même la Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir eu un certain nombre d'acquis. Je crois, pour ma part, que ces acquis-là, on ne pouvait pas les obtenir quand on sortait d'une situation de crise comme celle qu'on a vécue à la Côte d'Ivoire si on n'avait pas contracté quelque part de la dette. On a contracté la dette, ça a permis d'amorcer le développement, de construire un certain nombre d'infrastructures. C'est des investissements qui, en réalité, à moyen et à long terme, doivent rapporter quelque chose à la caisse de l'État. Aujourd'hui, on est en train de parler du gisement baleine. Mais le gisement baleine, pour qu'il soit découvert, il a fallu qu'on puisse quelque part donner, on puisse donner un permis d'exploitation, d'exploration, à une compagnie. Il a fallu qu'on investisse un ensemble d'éléments pour aujourd'hui que ce gisement soit découvert. Il y a un autre qui vient d'être découvert il y a quelques jours à peine. Donc, ça dit que quelque part, les investissements, la dette a permis de faire un ensemble d'investissements qui a permis d'obtenir des résultats. Mais comme je le dis et je le répète, je pense qu'on ne peut pas faire la sourde oreille aux signaux d'alarme qui sont émis ça et là. Moi, je vais juste une base. Si on est à 45% en 2018 et qu'aujourd'hui, on a 60% du PIB, notre dette représente 60% du PIB, je pense que même un esprit qui ne sait pas un esprit éclairé va être interpellé pour dire « Ok, les gars, regardons » pour voir comment est-ce qu'on peut refaire. C'est ce que justement le gouvernement fait en décidant d'avoir une nouvelle politique d'endettement et qu'il va présenter aux députés le 26 mars prochain. Merci à vous tous, les amis. On va écouter Une petite précision. Il m'avait interpellé sur un sujet. J'ai fait une petite précision. Sur la relance, je ne suis pas encore intervenu. C'est pas que je ne suis pas encore intervenu ou je suis intervenu. Non, c'est pas ça le sujet. Non, On vous donne, non, s'il vous plaît. je voulais juste dire qu'il a dit une chose qui me concernait. Tout le monde a dit des choses, tout le monde a envie d'en parler. Bon, d'accord. Donc vraiment, merci d'être gentil. Merci André. Christelle vous donne 30 secondes pour... La question, c'était, est-ce que la dette a servi? Oui, je dis que la dette a servi. Mais moi, je veux que, est-ce que ces montants colossaux qu'on a mobilisés pour la dette, quel est le mécanisme de gestion de ces montants? Aujourd'hui, on a eu quand même des marchés qui sont passés de gré à gré, mais qui font qu'un travail, un ouvrage qui peut être fait peut-être à 1000 milliards, ou bien à 100 milliards, qui est fait peut-être à 200 milliards. Donc, ces questions-là, je suis d'accord que si on regardait mieux, on assainissait l'environnement de gestion des dettes qu'on contracte par rapport aux infrastructures qu'on va créer. C'est vrai, les infrastructures ont été créées, mais lorsqu'on fait, lui, Daouda qui aime les comparaisons, lorsqu'on fait des comparaisons des prix, des montants alloués à la réalisation de ces ouvrages, avec d'autres pays, on voit qu'on est très loin de cela. Bien. Donc, il faut regarder aussi la question de la gestion de la dette et comment est-ce qu'on passe les marchés et autres. Merci. On peut. Non, on ne peut pas. On a terminé parce que le sujet même... Non, je respecte. J'avais 30 secondes. Non, vous n'avez pas 30 secondes. On veut vous rassurer. Le sujet, on aura un expert ici. Mais il a dit quelque chose qui est grave qu'il faut relever. Hein. C'est vrai. Il a dit une chose. Il a dit le pays va contracter des dettes pour subventionner. Non, la Côte d'Ivoire n'a jamais... Oui, non, j'ai pas dit ça. Si tu l'as dit, ça fait attention. Messieurs, apprends mieux, monsieur. Messieurs, on ferme le sujet, on passe à autre chose. Je souhaite que tu vives longtemps. Voyez-vous que nous avions raison de ne pas vous donner la parole. Voyez-en quand même notre expérience. Il faut qu'on évolue sur les sujets. Exactement. Eh bien, le sujet qu'on va évoquer est aussi un sujet un tout petit peu économique, puisque ce sont les enseignants qui se posent la question de savoir est-ce que leurs traitements salariaux, des traitements, on parle d'arriérés, on parle de situation sociale tout court, est-ce que ces différents traitements-là ne devraient pas être remis sur la table? Eh bien, c'est les enseignants à travers un syndicat qui ont reposé le problème, Christelle. Eh bien, André, normalement, selon ce qu'ils ont décidé à partir du mercredi 20 mars au vendredi 22 mars, il y aura grève. Annoncée donc par ce syndicat des enseignants-chercheurs, parlons du ministère. Ce syndicat, c'est le syndicat autonome pour garantir l'épanouissement des enseignants-chercheurs et de Côte d'Ivoire, qui appelle donc à ce mouvement de grève qui n'est pas un des syndicats les plus majoritaires. Hein, puisqu'il y a la SENEC, il y a le SINARES qui sont des syndicats. Exactement, et c'est bon de le préciser. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Indemnité de logement, représentation, prime de recherche, prime de participation au jury, prime d'encadrement, passeport diplomatique, des passeports diplomatiques. Rente viagère. Rente viagère, prime de départ à la retraite, allocation familiale, un statut particulier pour le corps d'enseignants-chercheurs. Chers amis, quand vous entendez cela et cette grève qui va bientôt se produire, comment est-ce que vous réagissez? Commençons par vous, Herman.
Bon, moi déjà, je trouve que c'est vrai que pour les enseignants, il y a des revendications qui, pour moi, qui sortent. S'ils veulent avoir un profil de diplomate, ils vont chercher à faire la carrière diplomatique. Quand ils demandent un passeport diplomatique, encore qu'ils demandent des passeports de service, on peut comprendre, avec passeport diplomatique, comme si l'enseignant en Côte d'Ivoire avait un profil de diplomate. Bon, ça me surprend. Deuxième chose, je trouve que la question, est-ce que la trêve sociale est-elle menacée? Moi-même, sur la question des trêves, c'est-à-dire que c'est les syndicats qui doivent travailler à poser des préoccupations, à bousculer un peu le pouvoir public par rapport aux préoccupations de leurs syndiqués, donc dans leur coopération, qui se mettent ensemble en négociant avec l'État pour pouvoir accompagner le pouvoir public. Je trouve que ce n'est pas leur rôle. La trêve, c'est comme si c'est un silence qu'eux-mêmes, ils s'imposaient. Donc je ne suis pas d'accord avec la question de la trêve. Le syndicat doit aller en frontal chaque fois? Le syndicat, quand il a des préoccupations, j'imagine que ce sont les syndiqués, ceux qui sont dans la corporation, c'est leurs préoccupations qu'ils aspirent. Donc pour ça, on y va et puis on négocie avec l'État pour ça, mais on ne fait pas de trêve pour dire, bon, on laisse à l'État 5 ans ou 3 ans pour que l'État voie clair pour régler le problème. La suite donc, de tout ça, il y a le propos d'Herman sur la trêve, mais en même temps, cette plateforme revendicative à laquelle vous devez aussi réagir, Marius Komoé. Oui, mais la grève est un instrument que détient par exemple des organisations syndicales comme par exemple le SINARES et ceux qui prétendent vouloir se mettre en grève sous peu. Pour là aujourd'hui c'est la SAGEC. SAGEC. Pour des questions d'ordre... pour des questions de statut professionnel. Mais écoutez, moi je suis totalement en phase sur certaines de leurs revendications. Et même parlant de la rente viagère, j'ai eu toujours en tant que leader de la société civile un sérieux problème, vraiment une difficulté à comprendre pourquoi doit-on donner des rentes viagères à des anciens présidents de la République, à des anciens premiers ministres, à des anciens présidents d'institutions. Nos anciens premiers ministres sombres dans la pauvreté, c'est ça? Mais non, justement. C'est une question. Mais non, justement, André. Quand on a géré un pays sous nos cieux, où on a eu toutes les mannes financières de l'État entre ses mains, au point même d'avoir des budgets de souveraineté dépensant l'entendement. D'accord. Et puis à la fin de sa carrière, parce que ces budgets de souveraineté, ils auraient dû en prendre pour mettre dans la poche? Non, mais monsieur, justement, ils mettent dans la poche puisqu'ils ne rendent même pas compte. Le président de la République, il rend compte à qui? De l'utilisation de ce budget de souveraineté. Mais ça ne veut pas dire qu'il met ça dans sa poche. Voilà, c'est pour vous dire que quand et puis ils ont les plus gros salaires. Bon, comment des gens qui travaillent, un bon argument, qui ont le plus gros salaire du pays, et puis c'est eux, quand ils s'en vont, ils finissent leur travail. C'est parce qu'ils servaient la nation qu'on devrait s'occuper d'eux en leur donnant ces salaires. Une fois le salaire... Mais un monsieur comme par exemple le président Ouattara, s'il finit son travail, on doit continuer à l'entretenir. Comme on le fait avec le président Gbagbo, on l'a fait avec le président Ouattara. C'est pas normal. Donc c'est tout à fait indiqué qu'eux aussi, puisqu'ils travaillent pour le pays, ils exigent aussi qu'on leur donne des rentes viagères. Des députés, ils cessent. Un député, on l'a élu pour un mandat. Dès que le peuple lui tourne le dos, l'État continue de l'entretenir sur un an. Avec nos impôts et nos... C'est inacceptable. Très bien. Bon, cela dit, il faut justement qu'au niveau de cette corporation, l'État réfléchisse. Parce que ce n'est pas la première fois que les enseignants rentrent en grève ou prétendent rentrer en grève. Je me souviens qu'il y a des années, même sous le président Laurent Gbagbo, ils avaient décidé d'aller en grève. Encore une fois, ils décident d'aller en grève. Ça dit que leur situation... Parce que Herman parlait ils n'ont pas droit à des passeports diplomatiques. Mais n'oublie pas que les enseignants-chercheurs, là, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Ils tournent dans beaucoup de pays. Et donc, c'est pour justement... Non, s'ils ont demandé un passeport diplomatique, il y a une raison. Il faut chercher toujours à savoir que les autres aussi s'expriment ou pas? Vous êtes démocrate, hein? Vous voulez que les autres aussi s'expriment? J'en ai fini, très mon cher André. Élisée Bolougbe. André est très vigilant. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas toujours mépriser la souffrance des gens ou du moins le mal-être de certaines personnes quand elles l'expriment. Les enseignants estiment à un certain moment qu'ils ont besoin que leur situation s'améliore. Je pense que c'est à l'autorité étatique de tendre l'oreille et de créer le cadre de discussion et d'échange pour mieux appréhender les attentes de ces enseignants-là et voir dans quelle mesure le gouvernement ou l'État peut les accompagner ou apporter une satisfaction. Mais toujours est-il que l'élément qui a été l'élément déclencheur, parce que ces problèmes évoqués existent depuis un moment, c'est vrai que ça fait l'objet de discussion, mais l'élément déclencheur, c'est les retards même constatés dans les salaires des enseignants depuis le mois de novembre. Novembre, décembre, ils ont commencé à constater un retard dans le paiement de leurs salaires. Certains ont été payés au 12, au 11. Pour le mois de décembre, certains ont été payés le 12 janvier.
Pour le mois de février, certains ont été payés vraiment autour du 15, du 16. Donc, c'est l'élément déclencheur même qui a fait que finalement, tous ces... Je vais dire que tout ce Raison qu'ils de plus avaient... pour demander plus à l'État qui Tout n'a ce qu'ils peut-être pas avaient les moyens. de faire ressortir ça en réalité. Non, pas une raison. Ça existait depuis, en fait. Je vais D'accord, dire ok. que c'est l'un des éléments qui a suscité vraiment pour vous faire réagir. voilà, le retour de ces revendications-là, quoi. Très bien. Très bien. Alors, Daouda, Bon, moi, je pars du principe que, comme Marius le disait, la grève, c'est quelque chose de... fondamental, C'est c'est ton droit. fondamental, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, le plus important, c'est que le ministre de l'Enseignement supérieur écoute ces personnes-là et qu'ils partent à la table de discussion pour pouvoir échanger. Parce que toute revendication est légitime. Ils estiment que leurs salaires ne sont pas là, ils veulent des rentes viagères, même si on se pose des questions, des passeports diplomatiques. Bon, c'est leur droit. Allocation de demander... familiale aussi. Allocation. Mais il parle d'allocation familiale et autres. Mais je sais que le 7 août dernier, le président a fait une révalorisation salariale pour tous les fonctionnaires. Ce qui nous a pratiquement tous amenés à une trêve sociale avec toutes les fêtières au niveau des syndicats en Côte d'Ivoire. Mais tel qu'on entend le propos d'Élysée, certains salaires arriveraient très en retard, n'arriveraient pas. Enfin, Bon, bref. justement, c'est pour cette raison que je dis qu'il serait bien que le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Diawara, et le SG de la SAGEC puissent s'asseoir à une table de discussion C'est pour cela. qu'on puisse voir clair dans cette histoire. Vous terminez rapidement, Herman, Ouais, votre, moi, votre point. toutes ces revendications elles tiennent. Mais ce qui me gêne un peu souvent quand les syndicats d'enseignants-chercheurs font des revendications, on voit seulement pour eux-mêmes leur traitement personnel et rien pour leurs conditions leurs conditions de travail. Et aucun n'a énuméré, nulle part ça a été énuméré, est-ce qu'ils ont leurs laboratoires sont équipés, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Tout est comme si Vous n'accusez pas les gens, c'est eux-mêmes qui ont leur plateforme. Pourquoi vous accusez les autres? Je n'accuse pas, c'est de ce que je parle justement. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on voie la constance dans la pertinence de leurs revendications. À côté de leurs revendications pour leurs conditions personnelles, il faudrait qu'ils tiennent compte de leurs conditions de travail. Très bien. Élisée veut rajouter 15 secondes. 30 secondes. Oui, tout à l'heure, quand Herman parlait, il évoquait la question des enseignants, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles a rebondi Marius. Mais déjà pour Marius, je voudrais dire une chose. Si Marius, tu estimes à un certain moment donné que le fait qu'on accorde des rentes viagères à des personnalités ne semble pas être logique au regard de la densité de la population, au regard de nos besoins, tu peux donc pas justifier ou bien leur trouver une raison à ce qu'ils revendiquent cela. Moi, je pense que si ce n'est pas normal, c'est pas normal. Donc on leur dit que ce n'est pas normal de faire une telle revendication, ça ne tient pas la route. Voilà, on est logique, on est un homme de principe, on n'est pas d'accord avec un fait. Quel que soit l'individu, la personne que ça concerne, on n'est pas d'accord. Très bien. Évidemment, on entend bien vos avis là-dessus. Vous n'avez pas les mêmes avis et c'est cela le cœur de la démocratie. c'est ce Moi, qui ça rend me réjouit. intéressant, le débat. Je vois que les uns et les autres pensent la société différemment. Et puis, bien sûr, quand vous allez être président demain, parce que je vois tous, vous avez envie de diriger ces pays, je pense que vous allez gagner et appliquer votre On programme. a beaucoup à y apporter. Évidemment, comme vous, cette dame, elle regarde aujourd'hui le capital humain de la Côte d'Ivoire et elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le capital humain. On est nombreux à aller au travail, on est nombreux tout le matin à prendre nos affaires, à nous dire on va aller à participer à la richesse créée dans le pays. Et puis, est-ce que tout ça est bien valorisé? C'est la question que beaucoup se posent. Et on va recevoir aujourd'hui une bonne dame qui va essayer de nous expliquer ce qu'elle pense du capital humain et qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre les choses meilleures. Trop de stress, trop de dépression, trop de problèmes de santé, la tension, l'hypertension, dû à ce qu'on garde ici sur le terrain du travail ou ailleurs. Et Madame Yoboué, Akissi Yvette, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la promotrice du Salon du Capital Humain. Et c'est un salon que j'applaudis, qui vient de se finir. Et vous allez forcément nous parler des résolutions et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que la première raison de maladie dans certains services soit l'hypertension artérielle. Et on a des départs assez tôt de certaines personnes qui digèrent mal les événements. Un burn-out, on est fatigué, on n'a envie de rien. Ouais. Allez-y, madame. Bonsoir à tous, je suis Yoboué Yvette, je suis heureuse d'être sur ce plateau. Ben nous aussi. Et je viens donc parler du capital humain, mais spécialement de la souffrance au travail. Très bien. Alors la souffrance au travail, comme on le sait, c'est un mal-être qui habite le travailleur. Et notre inquiétude justement en faisant ce salon,
c'est tout simplement de savoir qu'est-ce qui est fait pour un travailleur qui se sent mal. Très en bien. entreprise. Avant d'aller plus loin, quand vous parlez de la souffrance au travail, quel type de souffrance? Alors, le type de souffrance, le tout premier, c'est déjà le burn-out, qui s'explique en français parce que c'est un terme Ah, ça anglais. c'est intéressant. Comme vous avez fait anglais encore, Christelle a compris. Moi, je suis à côté, moi, je comprends plutôt le portugais. Oui, Dites-moi, le effectivement, burn-out, c'est le quoi? burn-out, c'est une fatigue professionnelle. C'est donc un épuisement professionnel. Ouais. Et cet épuisement professionnel, malheureusement, il est courant en entreprise et le personnel le vit et parfois sans savoir de quoi il s'agit. Alors, quand vous dites épuisement professionnel, c'est un épuisement émotionnel qui se ressent dans votre travail. Est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez décrypter un peu plus? Alors, je ne suis pas spécialiste en termes de santé mentale, C'est ça. mais je vais m'essayer quand même parce Allez-y. qu'au sorti de ce salon, je pense quand même que j'ai bien entendu nos différents experts. Alors, cet épuisement professionnel peut s'expliquer tout simplement par une grosse fatigue physique. Très bien. Dû à quoi? Est-ce que, justement, parlons de ça, est-ce que notre environnement de travail ici en Côte d'Ivoire, Madame Yoboué, est-ce que cet environnement est propice à cette fatigue? Ça, c'est la première question. Est-ce que nous sommes observateurs de l'état de fatigue de nos collaborateurs? Ça, c'est vraiment deux sujets pour savoir si l'ensemble de l'institution, de l'organisation s'intéresse vraiment à l'état du travailleur. Je vais donc commencer par le premier point. Est-ce que notre environnement est propice à cela? Il y a l'environnement public C'est ça, hein? et l'environnement privé. Très Et bien. quand on parle de l'environnement privé, déjà, celui que je connais mieux, vous savez, c'est la recherche effrénée du profit. Et donc, il y a des systèmes qui sont mis en place pour rechercher le gain, les entreprises. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on parle de fatigue, d'épuisement, il ne s'agit même pas de l'épuisement du travailleur. Il s'agit aussi de l'épuisement même de l'employeur. Ouais. Et donc, vous avez aujourd'hui, je prends plaisir à le dire, les chefs d'entreprise sont devenus des commerciaux. Alors, un chef d'entreprise qui, au lieu de travailler à la politique générale de son entreprise, de travailler à la stratégie globale de son entreprise, se met à rechercher des capitaux, à rechercher du profit, vous voyez qu'il sort de son métier, de son cœur de métier, et il va compléter celui d'un commercial. Et donc, finalement, il est épuisé. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit au quotidien. Vous avez à votre disposition Dame Yoboué Akissi. Voilà. Et, Daouda, on va commencer Daouda. par vous. Madame Yoboué, on parle de santé et sécurité psychologique au travail. Moi, ce monsieur, il me fatigue beaucoup. Ah ouais? Il m'épuise beaucoup. Je suis en souffrance avec lui. Mais pour vous, aujourd'hui, grâce à vous, je sais que c'est lui qui est à la base de mes souffrances. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer ce salon? Qu'est-ce qui a germé dans votre tête? C'est ça. Vous dites, voilà, Des je cas fais ça. pratiques. À partir de quel constat? Alors, à partir de quel constat? C'est déjà ma propre expérience. Ouais. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out Ah. en entreprise. Ouais. J'ai été sujet à une grosse fatigue. Et je dors, je me réveille, j'ai des vertiges. Je respire, j'estime que je ne respire pas assez fort. Donc, j'ai mes membres qui sont fatigués. Vous avez peur d'aller au travail? J'ai peur d'aller au travail. Moi, déjà, je n'avais pas peur d'aller au travail. C'est lorsque je ne comprenais pas les symptômes que j'avais. Je suis allée à l'hôpital et le médecin m'a dit « Madame, vous êtes en burn-out ». Parce que d'abord, j'avais une tension qui avait chuté de façon très drastique, qu'ils ne comprenaient tous pas. Il y a un médecin qui m'a dit « Mais madame, vous n'êtes pas loin d'un coma ». C'était vraiment étrange. Est-ce que vous avez des questions? Daphne? Vraiment, Allez-y, Oui, hein, je vous oui, en prie. c'est possible. Alors, et donc, Quelqu'un c'était n'a pas étrange. Oui, allez-y. Et donc, le cardiologue, je lui ai dit non, mais certainement, je dois faire autre chose. Je voulais voir un diabétologue. On est parti voir le diabétologue. Il m'a dit, madame, vous êtes en burn-out. Je lui ai dit non, moi, je me sens bien. Ce sont les femmes enceintes qui sont en burn-out après l'accouchement. Il me dit, dans ce cas, madame, je ne vous donne pas d'arrêt maladie. Vous repartez au travail. J'ai commencé à pleurer. Voilà, c'était même ma question. Herman, oui. Comment est-ce que les entreprises accompagnent le travailleur dans ces situations-là? Est-ce que véritablement... Est-ce que c'est pris en compte? C'est pris en charge de façon systématique? Il n'y a pas des arrangements qui sont faits avec les médecins spécialistes sur la question? Alors, cette question elle est bienvenue parce qu'elle me permet de rentrer dans mon salon. Donc, vous comprenez que j'ai eu des interrogations. Après les différents trajets que j'ai suivis, je me suis vue en train de prendre en charge mes propres médicaments qui ne passaient pas sur bon.
alors que je suis dans une entreprise où nous sommes assurés. C'est ça. J'ai payé moi-même mes soins chez le psychologue où j'ai été adressée. Ouais. Et donc, pendant 2 ans, 1 an et demi, j'ai payé mes soins chez un psychologue. Et alors, je me suis questionnée. Je me suis questionnée, j'ai rencontré des experts et autres. Et eux tous avaient la même réponse. Vous vous êtes senti La un peu santé- abandonné? Bon, dans un premier temps, non, parce que Dieu merci, je pouvais payer. Ah. Mais j'ai pensé aux autres. J'ai dit, mais le petit travailleur, qu'il soit du public ou du privé, qui n'arrive pas à payer, il fait quoi? Et qui finit par sombrer dans le coma, en fait. Et qui finit soit pas sombrer dans un coma ou même faire une dépression profonde. C'est clair. Mais un Quand il suicide, fait exactement un suicide, mais encore, il fait un suicide, il est mort. Il fait un suicide, il est mort, il est parti. Ouais. Mais celui qui n'est pas parti. C'est ça. Donc alors. Ouais, on va alors, permettre, finissez, mais on va Finissez. permettre à Élysée de réagir juste ok, après ça. alors je me suis dit, mais on fait quoi? Et d'information en information, tous les acteurs m'ont dit, toutes les parties prenantes m'ont dit, Madame Yoboué, malheureusement, la santé psychologique, la santé mentale n'est pas prise en charge en Côte d'Ivoire. Très Il y bien. a des entreprises qui font quelques aménagements pour leur personnel, mais c'est tout. Élysée? On va écouter Élisée. Oui, on sait, à vous entendre, hein, que, et ça c'est sûr de tout le monde, la ressource humaine c'est la plus grande richesse d'une entreprise. Exactement. Donc c'est elle qui doit être très entretenue. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la loi ivoirienne prend en compte le bien-être psychologique même des individus? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui doit être fait? Quels sont les leviers sur lesquels vous voulez Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce que le salon finalement a permis A d'avoir prévu comme, que ça. comme Exactement. information, Je comme pense méthode que à mettre en œuvre? c'est le désir qu'il voulait, Exactement. qu'il C'est ça. a manifesté, C'est ça. qu'on puisse faire un peu un bilan du salon que nous venons de terminer. Alors, le premier bilan et le premier constat qui, moi, m'a énormément plu, c'est le rassemblement de tous ces experts qui sont venus, toutes les parties prenantes. Donc, en termes juridiques, la première chose que nous avons entendue, c'est que la Côte d'Ivoire a pris une loi sur le harcèlement moral et que la Côte d'Ivoire demande aux entreprises d'afficher dans leurs locaux le texte du harcèlement moral. Très bien. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Ça va être vérifié. En deuxième, la deuxième recommandation qui, moi, m'a touchée encore, c'est que tous les acteurs qui étaient là étaient d'accord qu'il fallait former les médecins de santé en entreprise. Et Le ça, médecin c'est du très travail, bien, le hein. médecin du travail. Très Et ça, c'est important. très important. Et donc, je pars sur le troisième point. Et le troisième point, c'est justement qu'il fallait créer une plateforme comment je vais dire ça, d'alerte précoce C'est ça. en termes de prévention pour que lorsqu'une personne a un mal-être, soit le personnel dénonce, ou du moins informe sur cette plateforme, ou même la personne, en général, quand on ne se sent pas bien, en général, on n'est pas le premier à le savoir. C'est ça. Moi, je peux le dire, je l'ai su seulement quand j'étais à l'hôpital. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Dernière Et question, et on a le fini. dernier Non, mais je Non, elle vais dit qu'elle a- rapidement. elle dit qu'elle a un Quatre dernier points. point. Ah, je vous donne Voilà, Quatre le points. dernier point qui Dernier. d'ailleurs a été donné par le professeur Delafosse, qui est le professeur en psychiatrie, un expert reconnu en Côte d'Ivoire, il a dit c'est vraiment le bien vivre ensemble. Le bien vivre en entreprise, créer des leviers sur lesquels le personnel va se Exactement. retrouver. Et ça, pour moi, c'est avoir gagné ce salon. Alors, cela On termine. m'amène donc à vous interroger sur, en écoutant votre chute à l'instant, on pourrait vous interroger sur les bonnes pratiques à avoir en entreprise, bien entendu, en matière de santé, pour préserver sa santé morale et psychologique. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, les À bonnes l'issue de ce pratiques, salon, bien évidemment. peut-être que je vais interroger tous ceux qui sont ici. Bien Parce que lui, il vient juste de me dire que. Oui, il c'est a mon un bourreau, là, c'est harcèlement. mon bourreau. Donc, Et ça aussi, vous savez, on dit en entreprise, vous parlez de levier en vue, ça s'appelle de la délation en entreprise. Bon, ça. Alors, mais justement, qu'est-ce que le mécanisme? Certaines entreprises font quoi? Elles mettent des jeux à chaque, je ne dirais pas carrefour, ou d'autres se disent, il faut que notre personnel dans ce bureau-là puisse avoir de la verdure en face. Ou parfois une salle de repos. Une salle de repos, par des choses exemple. comme ça. Voilà. Et à Comment est-ce que vous voyez? l'exemple des pays scandinaves, des Oui, pays anglophones. oui. Alors, le professeur. Et on je termine pouvais- là-dessus. Oui, je pouvais parler au nom Désolé. des experts parce Oui, que moi, allez-y, je ne suis allez-y, pas experte, allez-y. moi, je suis qu'experte en communication. Allez-y. Donc, le professeur Delafosse, il a expliqué un cas où ils étaient allés travailler ils devaient aller travailler sur pratiquement 48 heures dans une structure et là-bas, ils se sont rendus compte, après les séances qu'ils ont eues, que le directeur général et ses employés se sont réunis autour d'un match de football. Ah, par exemple, Ce sont ça des choses paraît comme ça simple, qui- voilà, mais ça, voici Et une que, belle le, idée. et que le directeur général était même l'arbitre.
L'arbitre. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une belle idée Pour se pour dire retrouver, comment il faut la se vie retrouver. en entreprise Il peut faut être se autour retrouver. des jeux, Exactement. du football, de l'awalé, du Il faut se judo. retrouver devant les Et choses. je pense que si on y va Quelques salles déstresser, de en fait. relaxation. c'est ça. Exactement. Merci, Exactement. merci s'il vous C'est ça, plaît. voilà. Je pense que si on y va, je trouve, à ces petits jeux, tout ça, ça va participer à renforcer les liens au sein de l'entreprise. Ben, en Vous tout cas, avez émis voilà. un plaidoyer pour que la prise en charge de la santé mentale au travail soit effective dans notre pays. On espère que vous serez avec entendus. un cadre En tout juridique. cas, merci d'être venu nous voir et d'être venu expliquer tout ça à nos très chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Je Madame vous Akissi remercie, Yoboué. c'est moi. Yvette, voilà, j'avais oublié Yvette. Merci d'être venue. Hein. Et on espère que cela a attiré l'attention de chacun de vous. Doucement, doucement, doucement. On y va maintenant et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Madame, monsieur, ne vous y trompez point, parce que je vois quelques images circuler. Je suis le vrai André Bois, et c'est la vraie Christelle. Ce ne sont pas les faux, là, ceux qui veulent justement... Les ennemis du progrès, on va dire. C'est nous-mêmes, et nous sommes les vrais. André Bois et Christelle Willy est Ménès, terrible. ici même. Je suis là, FTV, vous savez, c'est un grand plaisir d'être toujours avec vous tous les soirs de 19h jusqu'à 20h30 pour parler de la vie des Ivoiriens. D'aucuns diraient pour parler de la vraie vie. C'est la deuxième partie de notre Yes, émission. yes, yes. Elle va s'engager dans une voie que nous avons empruntée depuis, c'est-à-dire être à l'écoute des populations, être à l'écoute de nos concitoyens et aussi permettre aux dirigeants d'expliquer le sens de leur action. Mais ce soir, nous serons avec une invitée, Christelle. qui va Exactement. encore nous parler. Avec beaucoup de plaisir, on la retrouve. Il s'agit de Madame Conné Rose, qui n'est que la coordinatrice de la Confédération des déguerpis du district d'Abidjan. Elle va donc apprécier, au nom de son collectif, les mesures. Rappelez-vous, c'était le 13 mars dernier qu'à la fin du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement annonçait un certain nombre de mesures en faveur des déguerpis. Les mesures donc seront affichées à l'écran et puis on va essayer d'avoir la réaction de Madame. Les voici. Mais de façon générale, avant de rentrer dans les mesures une à une, comment est-ce que vous avez réagi ce 13 mars-là, lorsque vous avez entendu, appris que le gouvernement allait faire des choses pour vous apaiser un tant soit peu? Ok, merci beaucoup. Mon plaisir. Merci à Light TV de m'inviter encore pour une deuxième fois, pour que je puisse m'exprimer sur l'état des lieux et puis la vie nous concernant, nous les déguerpis. C'est cela. Alors donc, avant toute chose, je voulais déjà dire que toutes ces mesures-là, il y a un point qui manque. Ah, Parce que ces mesures sont non seulement floues, et il y a un point qui manque. Tout est flou. avant d'aller, c'est ce que la question de Christelle est. On va vous permettre d'aller sur votre point qui est flou. Mais globalement, votre réaction sur ces mesures, Quand vous vous entendez, dites quoi? voilà. On va dans le bon sens? Comme il y a un point qui est flou, ça, on rejette totalement. C'est quoi votre sentiment d'abord, Oui, global? nos sentiments, puisque nous avons que c'est flou, c'est pas bien Pour détaillé. vous, c'est pas bon. Pour nous qui sommes propriétaires, parce que nous voyons que c'est des mesures qui sont faites à la volée, qui n'ont pas été vraiment, l'étude n'a pas été approfondie. Vous auriez aimé qu'on vous associe Ah, justement oui. pour réfléchir Oui. au type de mesures Voilà, prises? d'abord, le premier point qui devait se faire, c'était déjà la prise en charge immédiate. 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 Parce que c'est une crise humanitaire, comme on l'a dit. C'est ça. Et surtout le cas de GESCO, on a eu une situation vraiment dramatique où c'était une erreur. On n'a pas eu de prise en charge immédiate. Il y a tellement de situations compliquées Mais actuellement. Quand vous dites prise prenons en un charge, premier oui. point. 250 000 francs, tout de suite, ou plus tard, c'est quoi? C'est arrivé? On vous a déjà appelé pour savoir, parce qu'on parle de prise en charge immédiate. C'est quoi? Est-ce que vous avez été, comment on dit ça? Contacté pour ça. Répertorié, sélectionné pour savoir à qui on va remettre, C'est etc. pour cela que je vous dis que je reviens là-dessus pour dire que c'est Très bien. flou. Parce Ok. que déjà, il n'y a pas de date de fixée. La date La date exécutoire. d'exécution. D'exécution. Personne ne ni- vous il y a pas de- appelé non, encore? Qui va nous appeler? Qui va nous Vous appeler? n'avez pas été répertorié. Jamais. Ok, c'était ça le mot que je cherchais. Mais, chers amis, si vous avez des questions à Madame Conné, Mais n'hésitez pour ce pas. que nous savions, Oui, c'est que le Marius? district avait lancé un processus d'identification de toutes les victimes. Donc, une liste, à un moment donné, circulait. Alors, vous n'avez pas eu information de cette liste Non, moi, je C'est sais maintenant pas. la dame de répondre. en je sais tant pas. que présidente de la coordination? Non, il n'y a pas de liste à notre niveau. S'il y avait une liste, vous serez déjà informé parce que là, au moins, je serai à mesure de vous le dire. Donc, à date, comme on dit, vous n'avez pas été contacté ni par le district, ni par le ministère de la Solidarité, Oui, en ni principe. par le Voilà, ministère en principe, il doit de la venir sur le construction et de terrain. l'urbanisme. Madame Conné Rose, c'est bien. Aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice de tous ces déguerpis du district d'Abidjan.
si l'État n'a pas produit de liste, est-ce que à votre niveau, vous faites un effort où vous êtes en train de travailler à avoir un répertoire de tous ceux qui sont déguerpis et par catégorie ou bien par niveau d'impact? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on voit au point 2, accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers, en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Il s'agit certainement de vos cas au niveau de GESCO. Est-ce que vous estimez flou, mais c'est quand même un accompagnement, ça veut dire que les gens vont discuter à vous. Est-ce que déjà cette mesure-là vous convient? Oui, c'est ce que je suis en train de dire pour répondre déjà à la première question. Nous sommes en train de répertorier un peu et compléter nos listes. Et vous allez faire la démarche d'aller vers l'État? Nous avons fait la démarche. Nous sommes en train de constituer nos groupes pour pouvoir élargir un peu nos actions de travail. Alors donc, ce n'est pas aussi facile parce que au fur et à mesure que les jours avancent, il y a toujours des casses un peu partout dans toutes les communes. Donc, ce n'est pas aussi facile pour nous. Mais nous faisons avec nos maigres moyens. Mais sur le cas de, c'est pas facile, les casses, mais sur le cas de GESCO, est-ce que vous avez une liste définitive? Bien sûr, nous avons une liste définitive dans ce sens-là. Il y avait une deuxième question derrière. La deuxième question, c'est par rapport au deuxième point qu'il a dit. Les propriétaires ayant des titres fonciers, les ACD. Mais moi, je pense que c'est tout. Moi, je crois qu'ils devaient mettre tout le monde pour le cas de GESCO. Ça, il ne devait pas avoir de distinction. C'est-à-dire? Il ne devait pas de distinction entre le point 2 et le point 3 parce que le coin, d'abord, le coin est loti. C'est un coin reloti. C'est un coin, comment on appelle, loti. Et puis, comme ils ont un mot là, comme ils viabilisé non, pas viabilisé, mais aménager, voilà. Mais c'est sûr, on paye les impôts. C'est ça. Ah oui, c'était des fonctionnaires qui étaient là-bas de l'État, oui, des fonctionnaires qui étaient là-bas. Oui, des sages-femmes, ou des magistrats, je peux dire même des greffiers ou tout ça, des fonctionnaires. Donc, ce n'est pas n'importe qui est quand même là-bas dans ces lieux-là. C'était des gens qui avaient acquis ces terrains par leurs maigres moyens qu'ils recevaient au niveau de leur salaire. Donc, ils ont eu ces terrains. Mais donc, il y a des gens qui ont des titres fonciers, il y a d'autres qui ont des lettres d'attribution. Donc, on pouvait prendre cela ensemble. Donc, pas de choisir certains titres, ceux qui ont des ACD, et vous dire que non, c'est avec soit les quatre. Mais pour le moment, le gouvernement a dit ceux qui ont des titres fonciers. Est-ce que pour vous, cela veut dire qu'on va séparer ceux qui ont des ACD et ceux qui avaient les anciens titres fonciers, etc. Voilà. Est-ce que pour vous, ou bien vous attirez l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faudra prendre tout le monde en compte? Il faut qu'ils prennent tout le monde en compte. Parce même ceux qui avaient des lettres d'attribution. Ceux qui ont des lettres d'attribution, c'est la même chose. Parce qu'effectivement, les gens payent les impôts, les impôts venaient sur le terrain. Et chacun s'apprêtait comment on appelle, à rentrer à régulariser sa situation vis-à-vis du titre foncier. Donc, je pense que tout le monde devait être pris en compte. Élisée, question? Ok, je suis un peu surpris à vous entendre, madame, parce que là, sur la question du soutien au relogement à hauteur de 250 000 francs, le gouvernement a sorti un chiffre d'environ 670 millions de francs CFA que ça faisait. Je pense que c'est sur la base d'un effectif dont il dispose qu'il a fait ce calcul pour dire que ça va coûter 670 millions. Vous dites que vous n'avez pas été pris en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait une approche, c'est-à-dire vous êtes rendu auprès du gouvernement, des autorités étatiques pour chercher à comprendre, vu que vous êtes la présidente d'une coordination des déguerpis? Oui, mais par rapport à, comment on appelle, à ce point-là, comment on appelle, les 250 000 qu'ils ont dit, non, c'est ce qu'on on ne discute pas, Ces 250 000, ça ne peut pas s'attribuer à nous, les propriétaires. Ça, au moins, on peut comprendre. Très bien, vous dites que les 250 000 francs, pas aux propriétaires, selon vous. Oui, on peut comprendre cela avec les locataires, parce que c'est des nomades. Oui, moi, vous auriez aimé avoir un autre montant? Un autre montant. Par exemple, combien? Je veux juste... Oui, pour que nous puissions être relogés quelque part en attendant. Ça veut dire que parce qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que pour quelqu'un qui était propriétaire, il faut une autre approche. Et donc lui, tout le confort, oui. On ne peut pas le traiter comme quelqu'un qui était locataire. Locataire, pas du tout. Qui habitait là en plus. Qui habitait là, oui. Parce qu'il peut y avoir des propriétaires qui n'habitaient pas là, mais qui avaient mis ça en location. Voilà. Exactement, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, on ne peut pas attribuer des 250 000 à tout le monde comme ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un travail de fond soit effectué sur le terrain. Donc, sur le premier point, vous avez chose. Élisée, encore? Oui, la seconde question qui est fondamentale, est-ce qu'après avoir pris connaissance de ces mesures, vous, en tant que président d'une coordination, est-ce que vous avez approché les autorités étatiques pour comprendre? Ce d'autant plus que vous estimez que vous n'avez pas été enregistré nulle part, mais le gouvernement dit que les 250 000, là, ça va faire un montant global de 670 millions. C'est-à-dire qu'il a compté le nombre de personnes. Est-ce qu'il y a une approche? On considère, nous, qui sommes des observateurs, on se dit que nous, on a foi. On se dit, bon, le gouvernement a dû quand même prendre la peine de répertorier. Vous dites n'avoir pas été répertorié. Est-ce que, justement, l'association
ou la coordination est allée vers l'administration. C'est ça. Oui, nous avons, Juste pour déjà, savoir. nous avons déjà émis certains courriers que D'accord. nous attendons la Réponse. suite pour Très bien. être reçu. Alors, mais dire que nous avons déjà été... effectivement, il y a eu, comme on appelle, quand ils ont recensé les gens au niveau de Yopougon, on a déjà les listes qui sont allées au niveau de la mairie. La mairie. Donc, voilà, donc je veux dire qu'on est d'un autre cas à un autre cas, on est déjà pris Mais en compte. par là-bas. contre, c'est l'attribution de Mais ce c'est montant-là qu'il l'attribution, faut moi, c'est regarder. pas le nombre de jours, Ah, mais c'est pas le nombre. L'attribution la du Non, mais somme ce que nous disons, et c'est ce que nous n'acceptons pas. Ce que l'Élysée nous révèle, c'est ça, nous, on n'avait pas encore regardé ça, c'est que le chiffre a été rapporté à un nombre de populations, c'est ce qui fait les Exactement. 600 et quelques millions. C'est ça, Donc millions. forcément, votre nombre est un peu connu. Daouda, réaction? Merci beaucoup, madame. Moi, vous entendre, j'ai compris une chose, c'est un adage qui m'est venu en tête, ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Parce que vous n'avez pas été associé. Donc, j'aimerais qu'on se soumette, vous et moi, à un exercice. Concrètement, si vous aviez été associé au vu de ces 5 mesures, dans chaque mesure, qu'aimeriez-vous voir dedans dans les 5 On connaît déjà le fond, ça répond sur le premier Oui. point. Le premier point. Votre Le réponse second, sur et le le troisième, quatrième et le cinquième. deuxième, quatrième, sur les autres points. Oui, mais si moi je voulais que l'État augmente, essaie de revoir un peu le montant qui accompagne. C'est ça. Voilà, Pour ceux qui ont les titres fonciers, par ceux qui ont exemple, les on titres parle de... fonciers, on ne discute pas de, comment on appelle, On de parle d'un parti. million. Hein. Ou bien, non, c'est à quel moment on Non, parle de là, million? nous Non, sommes c'est pas là, toujours au pardon. premier point. Le premier point, il dit que c'est trop petit, ça Très c'est bien. pour les D'accord. locataires. Ça peut être, comme on l'appelle, loué aux locataires. Très Maintenant, bien. pour les autres, vous Et- proposez une et par exemple, augmentation. le troisième point, comment est-ce que vous le voyez? Le troisième point là, ça c'est vraiment une 75 mètres. Voilà, Ah bon, vous le prenez comme une attendez, ça insulte. c'est intéressant. Oui, ça c'est Essayez une de foutaise développer. pour nous parce que là, Attendez. moi, je veux pleurer. Madame, parce attendez, que je veux couler je des vais vous larmes parce laisser que j'ai dire. tout perdu. Je vais vous laisser, vous dites que c'est une foutaise. C'est Vous une vous laissez foutaise. aller dire. Pourquoi vous dites ça? Je dis que c'est une foutaise, mais vous voyez, les gens qui ont construit leur vie depuis une trentaine d'années, voire d'autres 24 années, et on vient te donner une parcelle de terre vraiment minime, comme ça, à l'intérieur, quelque part, dans une forêt, quelque part là-bas. Et avec, en plus de ça, tu dois payer les 10 000 francs par mois. Quelle faveur l'État a fait pour nous? Mais est-ce que vous ne vous trompez pas un peu, madame, dans la nomenclature de ces différents points? Parce qu'en fait, il y a un mélange de gens que vous faites. D'accord. Le deuxième point, c'est ce qui vous concerne, vous, madame, qui avez des troisième titres point, c'est pas fonciers, qui avez des ACD. Le troisième point, c'est pour des gens qui étaient logés là, mais qui étaient sans papier. Donc, il ne faut pas faire ce... Non, de toutes les façons, moi, je défends tout le monde. Dans Bien toutes les sûr, la façons, je suis là, présidente je du défends tout le collectif. monde. Je ne viens pas parler Donc, pour moi. c'est- on va Pour permettre bien- à Mme pour- Rose de Pour répondre. bien comprendre, hein, ce point, vous ne l'appréciez pas, je ne vais pas reprendre vos propos, mais vous n'êtes pas en accord avec ce point, parce que vous estimez que pour vous qui étiez propriétaire, avec une vie bâtie, une maison avec une surface plus grande, Plus grand. ce métrage-là ne vous satisfait pas. Non seulement le métrage ne nous satisfait pas, Mais mais l'accompagnement. l'accompagnement même Très est bien. vraiment... Non, mais restons sur le métrage. Je vous donne la parole. Restons sur le métrage. Globalement, les maisons que vous aviez, dans votre cas, dans votre opération immobilière, étaient de combien au niveau des surfaces? Nous avons au moins 100, 120, 130. 120, 130 mètres carrés que vous aviez. Et Et là, là, on est à le gouvernement 75 parle de 75 à 100 mètres carrés. Selon le nombre la taille de la famille. La famille. OK. Moi, ma Herman. question, est-ce que si ça a été prévu, parce que le gouvernement a prévu c'est la disposition 3 là, pour ceux qui étaient dans un endroit et qui de facto considéraient que c'était leur propriété et qui sont restés là longtemps là-dessus. Mais je ne crois pas que ça soit pour les propriétaires de titres fonciers. Les propriétaires de titres fonciers, c'est la mesure 2. C'est-à-dire qu'avec vous, le gouvernement va essayer de voir en fonction du métrage que vous avez, du métrage au carré que vous avez de votre parcelle, vous prévoir des sites. C'est pourquoi ils ont, pour la question 2, la disposition 2, ils ont dit accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers. Mais moi, ma question, est-ce que pour les gens qui n'ont aucun titre foncier, aucune lettre d'attribution, qui sont sur des sites qui ont été dérépis et que l'État prévoit cette mesure 3-là pour ces personnes-là, comment est-ce que vous appréciez cela? Est-ce que c'est une mesure appréciable ou bien pour vous, c'est toujours pas bon? Bon, moi, je dis que c'est une mesure qui n'est pas appréciable. Non, qui n'est pas, oui, en principe, l'État, puisque, comme je le dis toujours, le terrain est loti. Donc, le terrain devait amener à aider ces personnes-là à acquérir vraiment leurs documents. C'est ce qu'ils pouvaient faire. C'est cette Madame, je veux seulement que vous compreniez que ce n'est pas seulement le cas de Cha-Hélène qu'on traite. Lorsque le gouvernement prend ces mesures-là, c'est parce que le gouvernement regarde ceux qui sont à Banco 1, qui étaient là, par exemple, et qui n'avaient pas de titre foncier tout le temps, mais qui sont là installés depuis 50 ans avec leurs parents et autres, qui n'ont aucun titre foncier. Aujourd'hui, là, le gouvernement estime qu'ils sont sur des flancs
de terrain qui ne Très sont pas dangereux, bien pour eux. Donc, on leur prévoit 75 mètres carrés, 100 mètres carrés qui vont régler sur une vingtaine d'années. Est-ce que c'est appréciable ou pas? Dans ce sens-là, c'est appréciable. C'est-à-dire que, voilà. Non, dans le cas de Banco ou bien et ainsi de suite, c'est appréciable. Mais c'est ce Parce qu'on que a je dit. dis, non, moi, quand je parle de notre cas parce que de je dis que GESCO. nous, on est vraiment, voilà, c'est un domaine approuvé. Voilà, donc c'est pour ça. Vous, Si dans ce SDPS, cas-là, c'est appréciable, mais ils doivent au moins revoir les mesures d'accompagnement. C'est insuffisant. Maintenant, il y a un point 4, Et point beaucoup 4, se disent, mais voilà. bon, avant d'aller sur le point 4, donc vous avez entendu parler des 10 000 francs de choses. Donc, ça veut dire que si même vous étiez propriétaire par le passé et qu'aujourd'hui, l'État vous permet de réacquérir un terrain à raison de 10 000 francs sur 25 ans, vous trouvez que ce n'est pas une bonne mesure? Même si vous étiez propriétaire. Même si j'étais propriétaire, bon, ça c'est une bonne mesure aussi. Bon, je peux l'accepter. Si vraiment on me donne un autre terrain quelque part. Et que vous payez que 10 000. Non, mais un terrain vraiment à convenance, vraiment qui Non, soit même si c'est 100 mètres carrés, par exemple. 100 mètres Parce carrés. que avec dessus, on peut une construire une maison. propriété, Mais, et que vous payez seulement 10 000, enfin seulement, vous payez Non, 10 mais 000 pourquoi par payer 10 000? L'État lui fait Justement. quoi, Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord avec les Voilà. 10 000. Vous vous dites, Non, non. en ce moment-là, on peut quand même, l'État peut nous exonérer les 10 000. C'est ce que Parce vous que dites. nous étions propriétaires. Voilà, Très bien. parce que nous Regardons sommes ensemble propriétaires, la mesure 4 d'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Ça, là, vraiment, vous savez qu'Abidjan est compliqué, avec les matériaux de construction qui sont vraiment élevés. Aujourd'hui, la tonne de ciment à 100 000, la boîte de fer à 80 000, ainsi de suite. Les briques, là, on n'en parle pas, le chargement de sable, on ne parle pas. Donc, tout ça, là, avec 1 million, qu'est-ce que ça peut faire comme construction à vous, de vous à moi? Ouais, on ne peut pas. Donc, quel recours vous proposez, madame? C'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait que l'État même vraiment se penche à ce qu'il y ait un travail vraiment sur le terrain. Avec, avec la situation, la vie chère qui est actuellement là, il faudrait que les gens voient pour pouvoir augmenter un peu la mesure d'accompagnement. Très bien. Et permettons à Élisée ensuite, Herman, de réagir. Allez-y. Moi, je vais peut-être revenir sur ce que je suis en train de dire tout à l'heure. C'est vrai que vous avez élaboré des courriers à l'endroit de l'autorité pour attendre effectivement d'être reçus. Mais aujourd'hui, je pense quand même que vous avez une autorité qui, à mon sens, devrait vous recevoir sans forcément un courrier. C'est le district, en fait, qui a été le bras séculier de l'opération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entrevoyez avec votre coordination, faire une délégation, aller rencontrer le district pour éventuellement voir s'il y a une possibilité de retraiter ces points-là et les rendre conformes à la réalité du terrain? Tout à fait. Ouais, effectivement, nous sommes en train de travailler à cela parce que nous allons faire quand même une grande mobilisation pour aller devant le district et puis essayer d'échanger avec eux pour que les conditions soient revues. Maintenant, Herman, permettez Herman, et puis Daouda ensuite. Daouda. Madame, ma question est simple. Aujourd'hui, on constate que le million pour accompagner certaines catégories de déguerpis à s'installer, À construire leur maison. construire leur maison ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, quelle est l'estimation que vous faites vous-même de votre bien au niveau de GESCO? Vous, par exemple. Moi, particulièrement dans ma maison, bon, si je veux estimer, j'étais quand même dans la valeur actuelle de la maison, le coût réel de la maison, je peux être estimé à au moins 30 millions. La maison, 30 millions. Très bien. Ça, c'est intéressant. 30 millions, c'est ce que vaut aujourd'hui Voilà, la maison votre maison. qui était- Vous avez une plateforme, vous nous avez dit la dernière fois, et aujourd'hui, est-ce que tout ça, et c'est la question à laquelle on revient, est-ce que vous avez pu quand même avoir un interlocuteur auprès de l'État? Parce que c'est bien que l'État prenne ces mesures, mais est-ce qu'il y a un interlocuteur vers qui vous pouvez encore avoir l'espoir de vous tourner pour faire passer vos messages? Pour l'instant, nous n'avons pas d'interlocuteur. Vous n'avez pas cherché peut-être? Si, nous sommes en train de chercher. Mais personne ne vous a personne encore, ne nous tant ouvre au les niveau du portes. district comme au ministère de la Voilà, Solidarité. oui, exactement. Nous sommes Vous au avez niveau envoyé de un la courrier au mairie. ministère de la Solidarité? Si. Très bien. Daouda Madame, avait Au une niveau, question oui, au niveau de la mairie, nous avons essayé aussi, mais bon, jusqu'à présent. jusqu'à présent. Très bien. La question que moi j'aimerais poser, elle est assez simple parce que nous avons reçu 2 personnes sur ce plateau. Il nous reste 1 minute. à la personne de M. Boga Gervais, Sako Gervais et Mme Pulchérik Balé qui nous ont dit ils sont allés voir les gens de GESCO pour leur permettre d'ester en justice. Où en êtes-vous avec cette situation? Est-ce que vous avez pris langue avec eux ou est-ce que la situation évolue avec eux?
cette situation de justice? Bon, cette situation de justice, effectivement, ils nous ont rendu visite et ils ont décidé de nous accompagner, d'autant plus que quand nous étions devant cette situation, nous avons essayé de chercher, d'avoir des avocats, mais des avocats ne nous ont pas répondu favorablement. Donc, nous avons essayé de négocier avec, de traiter avec l'organisation, mais pour l'instant, c'est les négociations qui sont en cours. C'est pas rien n'est encore arrêté. Sur le dernier point, Mme Koné-Rose, il faut quand même qu'on se pose la question. Vous êtes un collectif et parmi vous, est-ce que la question des sans-emploi est au cœur du sujet? C'est-à-dire qu'est-ce qui a beaucoup d'impactés qui finalement se retrouvent sans emploi du fait de ces déguerpissements? Oui, naturellement, puisque c'est les artisans, les petits commerces et autres, tout ça se retrouve sans emploi. C'est ce qu'ils faisaient pour pouvoir nourrir leur... Et aujourd'hui, par exemple, ils exercent leur activité un peu partout dans la nature. Oui, ils vont les essais. Ils sont décassés partout. Lorsqu'ils vont les essais. Donc actuellement, ils sont tous là. Et donc, sur ce genre de mesures-là, vous dites quoi? Est-ce que vous avez déjà une idée de comment on pourrait mettre en place le dispositif? On dit qu'il y a un dispositif spécial, on ne connaît pas encore toute la mouture. Mais est-ce que vous avez déjà, vous, quelques idées, quelques propositions? Oui, mais c'est de les recenser tout. D'abord, tout passe par le recensement. Ouais. Voilà. De les recenser, les identifier et trouver un secteur quelque part et puis pouvoir le localiser. Comme façon, ils ont fait la casse d'Abobo. Ça peut se faire aussi. Très bien. Alors, rapidement, parce qu'on a Oui, terminé bien sûr. l'émission. Alors, non, c'est juste la question des rapports que vous devrez entretenir avec les gouvernants, les districts et les ministères concernés. Il y a même le ministère de l'Intérieur qui a été cité, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, vous avez le ministère de la Sécurité. Bon, il faut bien que, au regard des rapports que vous entretenez avec les organisations de défense des droits de l'homme, puisque, à l'évidence, vous avez des sérieux problèmes pour être en contact avec les responsables. Je ne pense pas que les portes du gouverneur du district autonome d'Abidjan vous soient fermées. Je ne le crois pas et je ne le pense pas parce que je connais l'homme qui exerce à la tête de ce département. Oui, mais il serait totalement... Non, en fait, je veux l'inviter à... Ne vous limitez pas simplement à des courriers. Vous êtes leader d'une organisation. Oui, ne vous limitez pas, parce que nous-mêmes, nous le faisons. C'est sous forme de conseil. Voilà, c'est sous forme de conseil. Il faut souvent vous adosser sur les organisations de défense des droits de l'homme. Vous dites avoir rencontré Pulchéri Balé, vous dites avoir rencontré également M. Bogas Sako-Gervais, des personnalités que nous connaissons bien dans le secteur de la société civile, mais ces gens-là peuvent vous accompagner pour pouvoir rencontrer qui vous voulez. Oui. Voilà, il faut bien que vous les rencontrez. C'est leur obligation, c'est leur droit, c'est leurs obligations de vous recevoir chaque fois que vous nous en manifestez le besoin. Alors, Madame Koné, je pense que vous prenez le conseil. Et je pense que toutes les portes dans cette nation vous seront ouvertes par rapport justement et il faut qu'elles le soient. Et elles devraient l'être et elles le seront forcément. Hein, sur tous les points, vous avez le droit en Côte d'Ivoire de dire attention, nous pensons que. Et le gouvernement verra autant que faire se peut comment vous satisfaire. Oui, justement, vous me voyez en noir parce que vraiment là, je me dis que je suis morte une deuxième fois. Non, vous n'êtes pas morte. Voilà, non, si, avec les mesures, je ne vois pas ce qui. En principe, il y avait une mesure d'urgence. Non, de l'espoir. Madame Koné, il y a toujours de l'espoir dans une nation qui n'a pas fermé son cœur. Quand j'ai vu les mesures, vraiment, je n'ai pas vu quelque chose qui me contactait. Mais c'est déjà un premier pas. Nous, on ne parle pas au nom du gouvernement. Non. Mais c'est vrai, on comprend la douleur que vous avez. Nous, on ne parle pas au nom du gouvernement, mais Maman Koné, je pense que les choses vont être faites, vu vraiment l'émotion qui nous étreint tous. Pour terminer cette émission, ce sont des moments comme ça qu'on ne veut pas voir vivre par nos concitoyens parce que tout le monde doit être constamment dans la joie, dans le rire. Et je venais à la télé pour dire combien de fois on est heureux de vivre ensemble dans un pays. Moi, je veux vous remercier. On va dire merci à Maman Rose Koné et ses frères qui combattent. Merci à quelqu'un. Je voulais dire merci effectivement, après notre interview ici, il y a un monsieur, un fondateur d'école d'une bonne volonté, vraiment une âme généreuse, qui a ouvert 100 places aux élèves. Vraiment, les élèves qui n'ont pas de... Oui, qui ne vont pas à l'école. N'hésitez pas à dire son nom. À Yopougon. Il s'appelle comment? Il est à Elibou. Son école se trouve à Elibou. Vraiment, nous sommes allés visiter, effectivement, nous sommes allés visiter. Il est prêt. C'est ça le principe de solidarité que nous voulons pour toute la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une ONG vraiment généreuse aussi qui veut vraiment nous venir nous faire des dons. Donc il y a tout ça vraiment. Mais nous attendons plus l'État de Côte d'Ivoire pour les L'État réagira et l'État a l'obligation de réagir. Il a pris l'engagement devant toute la nation, c'est sérieux. Maman, comme vous, toutes les mamans de là-bas, vos douleurs seront apaisées. Il faut qu'on le fasse à la hauteur de nos moyens, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ait une oreille attentive. Et c'est notre plaidoyer aussi, puisqu'on parle de plaidoyer, Christelle, pour que justement les uns et les autres continuent toujours de sourire
parce que, évidemment, on ne vit pas dans un pays, dans une communauté, j'allais dire, pour finalement être toujours en train de pleurer. Elle va encore redonner son numéro de téléphone. Ouais. Et si vous avez envie de soutenir, et si vous sentez que vous êtes en Côte d'Ivoire, ivoirien ou pas, vous devez aider cette maman, n'hésitez pas à le faire. Allez-y, Madame Koné. 05 05 08 95 15. Le 01 28 73 69. Reprenez. 05 08 95 15. Et le 01 28 73 69. Je rappelle juste que l'émission est en replay là tout de suite sur nos pages Facebook. Vous pouvez aller, si vous avez mal noté le numéro, le reprendre et bien le noter et appeler Notre-Dame Koné Rose. Daouda, mettez les numéros dans le chat. Merci à vous tous. Très bien. Et Christelle. Ouais. André, merci beaucoup. Merci Daouda, Marius. Merci Élisée, Christelle, merci André. Madame Koné, merci. Madame Koné, beaucoup de Et ça va courage. bien se passer. C'est cela aussi, l'élan de solidarité qui part d'ici, de ce plateau, le Grand Talk. On se dit à demain et les programmes continuent sur Live TV. Merci à vous, bonsoir.